Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTout.tv Extra. Nous sommes le vendredi 22 mai. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à l'émission À la Une. Je m'appelle Mathieu Bellumeur. Content de vous savoir à l'écoute. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. J'espère que vous allez bien ce matin. Beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. Bien sûr, on va revenir sur cette victoire du Canadien. Si vous n'avez pas suivi le match, une victoire convaincante hier face aux Hurricanes de la Caroline. Olivier sera là pour nous en parler. Jean-Philippe Robillard va revenir sur cette prise de parole de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, le gouvernement albertain qui a confirmé qu'il allait ajouter une question sur la place de l'Alberta au sein du Canada dans la liste des questions du référendum qui est prévue l'automne prochain, le 19 octobre prochain. Jean-Philippe aura les détails un peu plus tard avec lui et donc va les partager avec nous. Autour de la table à cette heure-ci, Marie-Michel Borduas aux actualités culturelles. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Olivier Pellerin au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Aux actualités culturelles, on va revenir sur une décision du CRTC rendue hier. En fait, le CRTC veut serrer la vis davantage aux diffuseurs en ligne. Oui, importante décision. En fait, leur contribution pour le contenu canadien, donc ici au pays, va passer de 5 à 15 % dans cette décision-là. Et pas seulement pour le contenu canadien, mais aussi pour le contenu francophone. C'est une décision importante parce que de toutes les contributions qu'ils doivent donner, 30 % va devoir servir à soutenir de la programmation en français, pas que de la rediffusion, du contenu original également en première diffusion. On y revient donc un peu plus tard à l'émission, le temps de parler sport. La passe est devant pour Texier. Texier pour lui-même. Slavin se retourne. Texier met la pression. Slavin envoie de l'autre côté à Chatfield. Bon coup l'épaule de la part de Dano. Dano qui reçoit. Revient devant. Texier le tir. Et le but! C'est un ouragan! Les Canadiens, trop fort! Oui, les Hurricanes de la Caroline, Olivier, qui se sont fait battre de façon assez solide par le Canadien. Déjà en première période, le ton était donné d'ailleurs. Oui, parce que le Canadien a marqué 4 buts en 10 minutes 32 secondes. Et ça a été toute une vague pour le Canadien de Montréal qui a donné le ton, malgré le fait que le Canadien avait accordé le tout premier but. Après 33 secondes de jeu seulement, Seth Jarvis a trouvé le fond du filet. On s'est dit, bon, c'est la fatigue. Ouais. Parce que, en fait, le narratif de ce match hier, c'était soit le Canadien est trop fatigué ou soit les Hurricanes seront trop rouillés. Ben là, ça a été peut-être les Hurricanes qui étaient trop rouillés hier parce qu'ils ont perdu ce match 6-2, mais surtout, c'est cette première période qui a vraiment donné le ton au match. En deuxième période, les Hurricanes ont réussi à revenir, à reprendre du rythme un peu. Jakub Dobeš s'est dressé face aux Hurricanes et en troisième période, le Canadien a retrouvé ses armes et donc maintenu cette avance et même accentué cette avance pour aller chercher la victoire. Hier, Cole Caulfield a été le premier à marquer quelques secondes après Seth Jarvis. Donc ça a fait beaucoup, ça a fait du bien aux Canadiens et surtout, on parlait des joueurs de soutien. Oui, le premier trio a été très bon hier, il faut le dire, mais Philippe Danault et Alexandre Texier ont trouvé le fond du filet rapidement en première période. Donc encore une fois, un soutien assez généralisé pour venir aider cette équipe à battre lors du premier match, les Hurricanes de la Caroline qui avaient balayé leurs 2 premières séries. Donc, première défaite en 9 matchs pour les Hurricanes de la Caroline. Ceci dit, 4e victoire consécutive pour le Canadien contre les Hurricanes cette saison. Ils les avaient blanchis durant la saison, 3 victoires, aucune défaite. Et là, ils ajoutent une autre victoire hier. Il y a certainement quelque chose dans le jeu des Hurricanes qui plaît aux Canadiens. Mais en tout cas, hier, ça a été sans complexe et ça a été une belle victoire pour le Canadien de Montréal. Philippe Danault nous parle justement de la rouille des Hurricanes de la Caroline. Oui, c'est sûr, là, un petit peu rouge, j'imagine. Pourtant, avec le système qu'ils ont, ils ont besoin de reposer. Là, ils travaillent assez les détails, ils travaillent extrêmement fort, les batailles. Ils ont montré un peu de leur talent en deuxième période, puis leur façon de jouer. Donc, il faut évidemment expecter qu'ils vont sortir fort la prochaine game. Tout comme le premier chiffre qu'il y a eu aujourd'hui. Ils ont montré un peu de leur talent. Oui, un peu de leur talent. Il devrait y en avoir plus dans le match numéro 2. Et ici attend Philippe Danault. Il a d'ailleurs dit que l'équipe du Canadien de Montréal a surfé sur
l'énergie de ce match numéro 7 que le Canadien a gagné contre les Sabres de Buffalo. Philippe Danault, à nouveau, qui parle des ajustements de l'équipe en vue de cette série face aux Hurricanes. Ben ça montre la maturité de notre équipe. On est une jeune équipe, mais ça fait partie de la maturité, puis les détails de Marty, de ce que crée, puis de s'ajuster rapidement, c'est un facteur clé ça peut être clé dans une série, puis ça l'a été ce soir. Et donc, ça a été un très bon match, une belle victoire pour l'équipe. Et Alexandre Texier termine le match donc avec le but gagnant. Ça a été le 3e du Canadien dans cette poussée là, de 10 minutes 32 dont je vous parlais tantôt. Et Alexandre Texier était, dithyrambique envers le jeu du premier trio qui a donné beaucoup de souffle au Canadien de Montréal, qui a été certainement le meilleur trio du CH. Mais il a parlé aussi de l'ambiance au sein du vestiaire. Ce n'est qu'une victoire. Je pense qu'on n'était pas trop bas. On a un objectif, puis on en a parlé ensemble en équipe, et puis on était comme maintenant, pas trop excité, pas trop bas. C'est qu'une victoire, mais c'est bon pour la suite. Donc, on surveillera ce match demain, ce match numéro 2, toujours en Caroline. On surveillera aussi ce soir le match numéro 2 dans l'Ouest qui se jouera entre les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche du Colorado. Je rappelle que les Golden Knights ont remporté le premier duel de cette finale dans l'Ouest. Et sinon, aujourd'hui, ce qu'on surveillera, à Montréal, ça va tourner et pour vrai au Grand Prix de Montréal parce qu'il y aura essai libre, mais aussi qualification pour la course sprint qui aura lieu samedi et dimanche. Ce sera la grande course qui sera présentée à Montréal. Et en terminant, on vous parlait du tournoi de Strasbourg, de ce duel tout canadien hier entre Leilani Fernandez et Victoria Mboko. C'est Victoria Mboko qui a eu gain de cause. Elle jouera aujourd'hui contre la Roumaine Jacqueline Christian. Donc, ce sera surveillé du côté de Strasbourg. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Ben justement, Grand Prix du Canada à Montréal en fin de semaine, ça va ressembler à quoi côté météo? Je dirais que 2 belles journées sur 3. Dimanche, c'est moins certain. Oui, il y aura des averses, mais pas une pluie continue toute la journée. Donc, dépendamment du moment exact de la course, il faudra être à l'affût pour voir si pluie il y a pendant ce moment-là. Mais chose certaine, on commence les festivités vraiment avec une belle journée. Oui, les températures sont froides ce matin. Pas chaud ce matin. Oh non, 7 au centre-ville, mais il y a du gel par endroit. On est sous zéro là, dans les Laurentides, la Naudière, secteur de l'Estrie, Québec, l'Outaouais, c'est pas très élevé non plus, 1-2 degrés. Donc, frisquet ce matin, soleil dominant, température qui remonte jusqu'à 17-20 degrés. Ça se prend bien. La nuit prochaine, ça reste frais aussi. Il y a encore des possibilités de gel ici et là, principalement vers les Laurentides, secteur de Québec. Montréal même, on évite. Là, on est encore autour de 7 degrés. Il fera beau samedi, une bonne partie de la journée. L'ennuagement va se faire en fin d'après-midi. Les températures de l'ordre de 19 à 21 degrés. Et dimanche, oui, ce sera plus nuageux. Quelques averses qui se dessinent dans le scénario. Mais vous voyez, par contre, pour Québec, ça va arriver tard le soir, les averses. Donc, juste plus de nuages dimanche. L'Estrie, Montréal, ça devrait être essentiellement en après-midi aussi. Alors, c'est pas complètement gâté comme journée. Fraîcheur, il y a aussi dans l'est du Québec. On est sous zéro à plusieurs endroits ce matin. Ce sera un soleil dominant aujourd'hui et demain. On passe encore par des possibilités de gel au sol la nuit prochaine. Et dans l'est, les nuages commenceront à être plus présents vers le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent dimanche, mais ça reste ensoleillé vers la Gaspésie et la Côte-Nord. Du côté de l'Abitibi, même chose qu'à Montréal, on aura quelques averses au cours de la journée de dimanche. Les températures se maintiennent dans la jeune vingtaine pour la journée de samedi. Beau temps partout en territoire ontarien, 16 à 19 degrés, c'est ce qu'on compte au thermomètre aussi. Aujourd'hui, on commence la journée encore légèrement sous le point de congélation par endroits dans le nord de l'Ontario. Dans l'ouest, ça se réchauffe. Beau temps Vancouver, ça ira jusqu'à 20-25 degrés pour l'ensemble des secteurs. C'est assez variable ou nuageux avec éclaircies sur l'ensemble des prairies. On a une petite probabilité d'averse, un risque d'orage. 30 fin de journée, principalement vers l'Alberta, le sud de la Saskatchewan. Les températures oscillent entre 18 et 22 degrés. Ça remonte d'un cran pour la fin de semaine et je dirais que c'est une belle fin de semaine pour l'ensemble des prairies avec une saveur estivale là, qui se dessine surtout pour la journée de dimanche. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne journée, bon week-end. À la une des différents quotidiens de ce matin, le Journal de Montréal et la presse parlent de la victoire du Canadien avec le même titre, Départ canon. Donc, tous les détails dans les deux quotidiens. Je reviens à la presse qui nous présente un article sur le manifeste des assaillants d'un attentat dans une mosquée en Californie, à San Diego. Donc, le manifeste des assaillants qui cite 2 tueurs québécois, nous apprend la presse. Les 2 jeunes de 17 et 18 ans qui ont abattu 3 hommes lundi dans une mosquée de San Diego ont commis un attentat suprémaciste
suprémacistes blancs nourris par le web, selon le FBI. Et ils ont laissé derrière eux un manifeste de 75 pages, en plus de diffuser leurs crimes en direct. Et les deux jeunes adolescents, donc, ont cité dans leur manifeste plusieurs tueurs de masse qui les ont inspirés, dont Alexandre Bissonnette, auteur de l'attentat islamophobe à la Grande Mosquée de Québec, et Marc Lépine, auteur d'un attentat misogyne à l'École polytechnique. C'est ce que nous dit la presse de ce matin. Alors, vous pourrez lire les détails. Les deux suspects, les deux hommes en question, ont fait également état dans leur manifeste de plusieurs... ont fait écho à plusieurs attentats du genre survenus, notamment en Nouvelle-Zélande et également en Norvège. Donc, vous avez des détails dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal, je vous le disais, oui, départ canon pour le Canadien. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui nous racontent aussi un litige à 3 millions de dollars pour un billet de loterie. On nous raconte que l'Auto-Québec se retrouve au cœur d'une chicane pour un gratteux valant 3 millions de dollars que se dispute une caissière qui a payé le billet de loterie, mais après avoir gagné le gros lot, et le propriétaire du dépanneur. Donc, la caissière a pris le billet, l'a gratté. C'était un billet gagnant. Elle l'a validé. Et puis, après, elle l'a payé. Donc, là, il y a un litige parce que le propriétaire dit on avait déjà discuté plusieurs fois du fait qu'avant de gratter un billet, il fallait le payer. Donc, là, c'est le contraire qui s'est passé. Pour l'instant, pas Hydro-Québec, l'Auto-Québec n'a versé le gros lot à personne. Il y a un litige, c'est dans les mains des tribunaux. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Une sportive, en une du devoir, je dirais, on parle de hockey féminin. La victoire qui fait rêver dans la LPHF professionnelle et amatrice de tous âges. Ils voient un symbole du progrès, de l'égalité dans le sport, mais aussi au Québec en général. On a notamment des témoignages de jeunes filles qui jouent au hockey et donc qui sont inspirées par ces joueuses de la victoire et de la LPHF en général. Et on nous parle de Montréal sportive et festive. L'industrie touristique de la ville s'attend à vivre un été éclatant, notamment grâce aux foules attirées par, en fin de semaine, le Grand Prix de Formule 1 du Canada. On nous dit que les bars, les hôtels sont remplis en raison, bien sûr, de ce Grand Prix, mais aussi des festivités entourant le Canadien de Montréal. Donc, plusieurs s'attendent à un été exceptionnel, un été qui commence plus tôt parce que pour la première fois cette année, le Grand Prix du Canada a lieu en mai plutôt qu'en juin. En une du Globe and Mail, on revient sur, évidemment, ce dont va nous parler Jean-Philippe, c'est-à-dire ce référendum en Alberta. Également, ce dont va nous parler Marie-Michel sur le CRTC qui serre la vis aux diffuseurs en ligne. Mais on nous parle également de la capitale mondiale de l'érable. Il y a une bataille au Québec qui devient amère, titre le Globe and Mail, parce qu'à Plessisville, donc, on sait que c'est la capitale mondiale de l'érable depuis 50 ans. C'est devenu même officiel en 1993. La ville l'a enregistré comme marque de commerce, mais récemment, la ville de Mirabel, en banlieue nord de Montréal, s'est nommée la capitale internationale de l'érable. Et là, à Plessisville, ça passe pas. On demande même à Mirabel d'abandonner cette marque pratiquement identique, mais Mirabel affirme qu'elle ne cédera pas et il en est question en une du Globe and Mail ce matin, si ça vous intéresse. Sinon, en une du site de Radio-Canada, on parle beaucoup de cette épidémie d'Ebola en RDC, en République démocratique du Congo. Tous les ingrédients pour que ça ne se passe pas bien sont réunis. Entrevue sous forme de questions-réponses de ma collègue Mélanie Meloche-Lubowski avec Joanne Liu, donc l'ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières, pédiatre, urgentologue également. Il est question, si vous voulez avoir plus de détails sur cette épidémie, la façon dont le virus se propage, les inquiétudes également. Donc, une bonne façon de vous tenir au courant et d'avoir tous les détails au sujet de cette épidémie en une du site de Radio-Canada ce matin. Jean-Philippe Robillard se joint maintenant à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, c'est officiel. Les Albertains vont se prononcer sur l'avenir de leur province au sein du Canada. Daniel Smith a annoncé hier soir la tenue d'un référendum. Dévoilement aussi de la question. Ça aura lieu donc le 19 octobre prochain. Oui, effectivement. Et on connaît donc maintenant la question qui sera soumise, Mathieu, aux Albertains et aux Albertaines. C'est une question telle qu'elle est formulée actuellement qui ne va pas entraîner nécessairement la séparation de l'Alberta. Elle pourrait plutôt entraîner, dans le fond, un processus, entamer un processus qui pourrait amener un autre référendum, celui-là
donc sur l'indépendance de l'Alberta. Et cette question, c'est la suivante. Là, je vais vous la lire. Elle est quand même assez longue. Oui. Oui. L'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer la procédure juridique prévue par la Constitution canadienne afin de tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit ou non se séparer du Canada? C'est une formulation donc qui est longue, qui est complexe, mais selon la première ministre albertaine, Mathieu, ça respecte à la fois la pétition des fédéralistes et des indépendantistes albertains. Dans son discours télévisé, la première ministre a d'ailleurs, ça a duré une quinzaine de minutes, a d'ailleurs dénoncé le jugement qui a déclaré récemment inconstitutionnel la pétition du groupe indépendantiste Stay Free Alberta, qui visait avec cette pétition-là, donc à déclencher un référendum sur l'indépendance de l'Alberta. Pourquoi cette juge avait donc déclaré ça invalide, cette pétition-là? C'est parce que les communautés autochtones de l'Alberta n'avaient pas été consultées, notamment par le gouvernement. Et pour Danielle Smith, donc, cette décision, ce jugement, ça porte atteinte là, clairement aux droits démocratiques des Albertains. On l'écoute. Je ne laisserai pas une erreur commise par un juge réduire au silence les voix de centaines de milliers d'Albertains. Ce n'est pas ainsi que l'on fait les choses en Alberta. Ce n'est pas aux tribunaux de décider de l'avenir de l'Alberta. Il est temps d'organiser un vote, de connaître la volonté des Albertains sur cette question et de passer à autre chose. Donc oui, il y aura consultation, il y aura la question que vous nous avez lue tout à l'heure et Danielle Smith l'a redit, elle le répète depuis un certain temps, elle va voter en faveur du fait que l'Alberta reste au sein de la Fédération canadienne. Ah, effectivement, elle n'a pas caché, Mathieu, qu'elle est fédéraliste et qu'elle le souhaite et qu'elle va voter donc pour que sa province reste au sein du Canada. Parce que, selon elle, le Canada peut fonctionner et fonctionne même de mieux en mieux, selon la première ministre albertaine, même si pendant son discours, elle a dénoncé les ingérences du gouvernement fédéral dans des champs de compétences des provinces. On écoute encore une fois la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. J'ai maintes fois réaffirmé que la position du Parti conservateur est de bâtir une Alberta forte. Je ne me suis jamais écartée de cette position et je ne le ferai pas aujourd'hui. Je voterai donc pour que l'Alberta reste au sein du Canada, tout en tentant de renforcer les droits provinciaux. D'ailleurs, dans ce foulée-là, récemment aussi, on en a parlé, il y a eu cette entente entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de Mark Carney et l'Alberta. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Marie-Michel Borduas de retour en studio avec nous. Oui, revenons sur ces entreprises en ligne, Marie-Michel, qui vont devoir investir 3 fois plus dans le contenu canadien. Oui, c'est une décision rendue hier par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications, le CRTC. Décision qui allège aussi le fardeau pour les diffuseurs traditionnels. Donc, pour ce qui est en ligne, la contribution passe de 5 % des revenus faits au Canada pour la création de contenu local à 15 %. Il y a près du tiers des contributions qui va devoir soutenir la programmation en français, dont des émissions originales en première diffusion. Ça concerne les diffuseurs en ligne dont les revenus canadiens sont d'au moins 25 millions de dollars par année. On peut penser à Apple, Amazon, Spotify, par exemple. D'ailleurs, ces 3 entreprises-là contestaient déjà la précédente ordonnance du CRTC devant les tribunaux. À voir ce qu'il en sera cette fois-ci. Les diffuseurs traditionnels, eux, voient leur contribution qui se situe jusqu'ici entre 30 et 45 % diminuer un peu à 25 %. Globalement, l'estimation du CRTC, c'est que toutes ces contributions-là vont se chiffrer à plus de 2 milliards pour le contenu canadien et autochtone. Et puis le CRTC qui a aussi rendu une autre décision, cette fois sur la découvrabilité des contenus canadiens, juge que ce serait prématuré pour le moment d'imposer des normes aux entreprises. Bon. L'animateur américain Stephen Colbert était à la barre de son dernier Late Show à CBS. We love doing the show for you, but what we really, really love is doing the show with you. Une émission qu'il a fait avec et pour le public durant 11 ans. C'est la fin d'une époque, donc, pour cette émission qui a été diffusée sur les ondes de CBS pendant plus de 30 ans, jadis animée par David Letterman. Stephen Colbert, humoriste et critique féroce de Donald Trump, donc avait pris le relais par la suite. Et même si CBS indique que l'annulation est purement financière, l'ombre de Donald Trump planait pour plusieurs sur cette décision d'annuler l'émission. Dernière émission
parution régulière, donc hier soir, parce que pour Stephen Colbert, chaque émission était spéciale. Alors pour lui, il fallait hier, pour terminer, faire comme chaque émission, mais quand même, invité d'honneur Paul McCartney, qui hier a chanté Hello Goodbye. Écoutez le silencieux qui voudrait bien prendre sa place dans la balance, se remettre au monde à chaque seconde. Oui, c'est Harmonium que vous entendez là, évidemment, qui fera un retour sur scène le temps d'un hommage à Serge Fiori. Le 24 juin, lors du grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal. 24 juin, ça fera 1 an, jour pour jour, que ce grand de la musique nous aura quittés. Et le comité de la Fête nationale qui a dévoilé hier sa programmation, ça comprend ce grand spectacle en direct du Parc Maisonneuve, dont l'un des moments les plus attendus sera sans doute la prestation des membres d'Harmonium, Monique Fauteux, Serge Loca, Libert Subirana et Louis Valois, qui vont se réunir sur scène pour rendre un hommage posthume à Serge Fiori. Un moment qui sera assurément riche en émotions. La soirée, à nouveau animée cette année par la comédienne Guylaine Tremblay, va proposer aussi des performances de plusieurs artistes, parmi eux Diane Dufresne, Pierre Lapointe, Mathieu McKenzie. Grand spectacle qui sera donc diffusé le 24 juin sur Ici Radio-Canada Télé et sur Ici Tout.tv. Imaginez qu'un homme musicien joue des airs d'un autre temps. Ça commence bien la journée, ça, d'entendre du harmonium comme ça. Et parlons maintenant du groupe canadien Hush, qui fait paraître son premier album. Trio montréalais formé des musiciens Miles Dupire-Gagnon, Gabriel Lambert et de la chanteuse originaire d'Atlanta, Paige Barlow, propose ici For Dolly. C'est autant un album, je dirais, à rouler à vélo sur les routes d'été, à s'arrêter dans un champ sous le soleil, que aussi un album qui traduit l'ambiance de fin de soirée. Bref, c'est un album pop-rock psychédélique, musicalement très solide. Je vous propose d'entendre la dernière pièce, Saturn Day. Alors, groupe Hush qui nous présente ici tout premier album For Dolly. Alors voilà, vous pourrez retrouver ça sur les différentes plateformes. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment à la radio sur l'application Radio-Canada Audio également. Nous sommes diffusés sur RDI de 6h30, pas de 6h30, de 5h30, oui, à 6h avant l'équipe de Première Ligne ou de vendredi. D'abord, l'info. Vous voulez nous écrire à la une@radiocanada.ca ou encore la bulle de conversation sur l'application audio. Tiens, on va se laisser avec Hush, le temps de vous souhaiter une belle journée, une bonne fin de semaine. À lundi. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICI Tout.tv Extra.